Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, l'équipe de Lash vous remercie d'être venue à la présentation en avant-première de notre Design One. Voici les points que nous allons aborder. Donc, dans un premier temps, on va vous parler de qui se cache derrière le Design One. Ensuite, nous allons vous parler qu'est-ce que le Design One. Nous allons ensuite poursuivre avec l'étude commerciale, l'étude de marché et l'étude industrielle. Et nous allons finir par une petite conclusion. Donc, qui se cache derrière le Design One? Nous sommes 5 étudiants. Donc, nous avons Mathis, notre responsable financier, Luna, notre responsable HSE, Clément, le responsable logistique, Amandine, notre responsable qualité, et moi-même, responsable marketing. Je pense que vous êtes très curieux et impatients de savoir qu'est-ce que le Design One. C'est pourquoi nous vous avons préparé un petit spot publicitaire. Bon visionnage. Tout d'abord, on voulait s'excuser pour le petit problème au niveau de la vidéo. On vous laissera le lien si vous voulez la visionner une deuxième fois. Donc, comme vous avez pu le voir, le Design One est un sac en cuir et en outre de son design unique, il est également doté de différentes fonctionnalités telles que le chargeur et l'éclairage intérieur. C'est pourquoi nous avons décidé d'établir un prix à 800 euros. Nous avons décidé de cibler un public de femmes de plus de 26 ans et nous avons décidé de faire une communication à travers les réseaux sociaux et notre site internet de Lash. Avant de nous lancer sur le marché, il nous semblait pertinent de faire une étude commerciale et donc de connaître nos concurrents directs et indirects et de connaître les clients potentiels. Nous avons réalisé un questionnaire et grâce à ce questionnaire, on a récolté différentes réponses. Donc, en effet, on a 96,3% du public interrogé. Ce sont des femmes, dont 80,8% ont du mal à chercher leurs affaires, ce qui est plutôt positif pour notre entreprise. Et 85,2% sont prêtes à acheter le sac. Et le facteur qui les intéresse le plus, c'est la recharge à induction. Alors maintenant, je vais vous parler de notre sac et de sa composition. Alors, il est principalement composé d'un logo en acier inoxydable que vous pouvez voir à votre écran, mais on retrouve aussi des anses en cuir, une fermeture à glissière, une lanière en tissu avec notre marque brodée dessus, donc de Lâche. Notre sac, il est totalement en cuir, mis à part la lanière, bien sûr. Et comme vous avez pu le voir dans le spot publicitaire, on retrouve la recharge à induction et un intérieur du sac qui est lumineux. Et ces deux composants électroniques, ils sont alimentés par une batterie externe qui permet de charger jusqu'à 5 fois notre smartphone, tout en éclairant notre sac à main. L'intérieur du sac, pardon. Et quand vous achetez un Design One, vous retrouvez également un câble USB pour le rechargement de la batterie. Voilà. Alors, je reviens maintenant sur le fonctionnement de la charge à induction. Alors, la recharge à induction, si vous voulez, vous avez un petit schéma à droite de votre écran. Vous pouvez voir sur ce schéma qu'à gauche, vous avez pardon, c'est une bobine émettrice. Et sur votre droite, sur la droite de ce schéma, vous avez une bobine réceptrice. Si vous voulez, on va alimenter la bobine émettrice, pardon, et grâce à un champ magnétique qui va se créer grâce à la bobine, on va transmettre de l'énergie sans fil à la bobine réceptrice. La bobine réceptrice se trouvant dans notre téléphone.
Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de la nomenclature. La nomenclature dans notre projet, elle possède un rôle très essentiel. Elle décompose le design one en sous-ensembles tels que la anse, l'intérieur ou encore la bandoulière. Et ces sous-ensembles, ils sont eux-mêmes décomposés en fonction de leurs matières premières respectives, comme le cuir, le carton, le tissu, les LED, le mousqueton, les câbles électriques. Et elle exprime la quantité d'un composant pour un composé donné. Et comme vous pouvez le voir, elle se présente en 5 niveaux. Le niveau 0 représentant le produit fini, un carton contenant un design one prêt à envoyer à un client. Donc ensuite, une fois qu'on a terminé de notre nomenclature, pardon, on a établi nos gammes. Donc on a répertorié les phases d'élaboration des sous-ensembles de notre produit puisqu'on a décidé de travailler en sous-ensemble. On a fait par exemple la première phase. On voit que pour chacune des gammes sur la droite, il s'agit de la matière première et que la dernière phase, il s'agit des stocks de sous-ensembles, puisqu'on a décidé, comme l'a dit mon collègue précédemment, de travailler avec des stocks de sous-ensembles. Donc, on les a établis grâce au schéma opératoire. Donc, par exemple, on voit le lien entre la gamme de la anse, que vous pouvez voir à droite, et le schéma opératoire de celle-ci, que vous pouvez voir en bas de l'écran. Donc, on voit bien qu'elles partent des matières premières pour aller sur les postes de découpe, et ensuite les postes d'assemblage, et enfin le stock de sous-ensemble de la anse. Ensuite, on a décidé d'établir nos capacités et nos charges pour déterminer notre nombre d'équipes totales. On a par exemple pris le poste de découpe. On a décidé d'avoir un taux d'utilisation de 89%, car on décide de mettre une maintenance préventive. Donc, pour la capacité en heures par semaine, on a vu qu'une équipe, ce serait 31 heures et 2 équipes, 62. Une fois qu'on avait ces résultats-là, on peut suivre la première flèche vers le haut. Donc, on a eu un taux de charge de 385% pour une seule équipe et de 193 pour 2 équipes. Donc, ça nous semblait logique d'avoir 2 postes de découpe avec 2 équipes, comme vous pouvez le voir en bas du tableau. Alors, comme vous avez pu le voir, on a déterminé notre besoin en nombre de postes. Ici, vous avez les besoins exacts pour chaque poste en termes de machines et d'équipes. Et ces besoins, ils ont été calculés grâce à un calcul de charge qui a été effectué avec des temps opératoires qu'on a pu obtenir en réalisant un prototype que vous avez pu voir dans notre publicité, mais encore en visionnant des vidéos sur Internet de fabrication de sacs à main. Donc ici, nous visualisons notre usine de production modélisée en 3D. Donc nous avons un local de 1100 mètres carrés et nous louons ce local non loin d'Annecy. Donc notre usine se décompose en 2 parties, avec une partie administrative et une partie production. Donc au niveau de la partie administrative, nous avons une salle de réception, une salle de pause, un bureau paysager qui permet de favoriser le travail collaboratif de nos collaborateurs, ainsi qu'un bureau séparé pour notre dirigeant. Nous avons aussi une salle d'AIC qui permet d'effectuer des réunions quotidiennes et de manager nos collaborateurs. Et nous avons une salle d'archives qui est dimensionnée pour 10 ans de preuves administratives. Ensuite, nous avons aussi une salle de réunion, une salle de formation. Ensuite, nous avons une salle de qualité qui permet d'effectuer la métrologie sur nos produits et d'effectuer des tests de résistance. Nous avons aussi un atelier de maintenance et pour finir, un vestiaire avec ici l'entrée des collaborateurs pour rentrer dans l'usine. Ils ont aussi accès à un vestiaire qui leur permet de s'équiper directement de leur EPI, ainsi que des sanitaires. Donc ici, nous pouvons voir nos différents moyens de production. Donc nous avons un poste de collage qui permet de coller l'insert métallique. Nous avons aussi un poste de découpe pour le tissu polyester. Nous avons une étiqueteuse qui se trouve dans le stock de produits finis qui permet de préparer les commandes pour le site internet. Nous avons aussi un poste d'assemblage composé d'une machine à coudre et d'un poste de fer à souder.
Donc, chaque poste est équipé d'écrans qui permet de visualiser les standards de production, de qualité et de poste. Donc, au niveau de l'implantation de notre usine, donc, à cause de la complexité de notre produit et de notre nomenclature, nous avons décidé de faire une implantation par îlot. Donc, ici, nous avons 5 îlots. Donc, par exemple, nous avons l'îlot 2 qui correspond au fond de sac et à la pochette intérieure. Donc, nous pouvons voir aussi que nos flux tournent autour de l'îlot 2. Donc maintenant, pour vous parler de la gestion des stocks de nos matières premières, nous avons utilisé la méthode du point de commande puisqu'elle s'adapte à la demande. Et vu qu'on ne connaît pas notre demande exactement, c'est plutôt une méthode adaptée. En plus, elle est simple à mettre en œuvre, donc peu coûteuse. Ensuite, la méthode du point de commande est dite période variable puisqu'on a calculé une quantité où le moment est de commander. Donc ce moment va changer en fonction de la demande de nos ateliers, de nos clients. Et pour éviter de créer des ruptures et de consommer notre stock de sécurité. En plus, donc la quantité fixe, c'est la quantité économique. Donc ça nous permet de savoir combien de produits on va commander auprès de notre fournisseur. Ensuite, pour gérer physiquement ces matières premières, nous disposons d'un magasin de 130 mètres carrés pouvant accueillir 22 références. Donc notre objectif était de trouver la surface maximum pour chaque référence. Nous avons donc calculé cela en fonction de la taille de conditionnement des objets. Et chaque référence a une étagère appropriée. Ensuite, pour gérer les produits finis, donc il faut savoir que nous vendons uniquement sur notre site internet. Donc nos clients peuvent trouver, commander et payer nos produits directement. Ils sont ensuite livrés via nos transporteurs, donc comme DHL, Chronopost ou UPS. Et le stock de produits finis sera géré en FIFO, c'est-à-dire que le premier produit qui est sorti de production sera le premier envoyé à nos clients. Donc, les produits sortis de production sont en carton, donc en produits finis. Ils seront ensuite rangés dans notre entrepôt de produits finis. Il y a donc un code emplacement qui détermine l'allée, l'étagère et le niveau où se trouve le produit fini. Ensuite, pour le pilotage de la production, on a décidé de fonctionner en système de Kanban pour réapprovisionner les matières premières sur les postes. Donc, le Kanban sera représenté par un bac vide avec une étiquette. L'étiquette informera le produit, son code, l'image, ainsi que le poste auquel il doit aller et la quantité à réapprovisionner. Et un opérateur est chargé de réapprovisionner ces matières. Donc, l'opérateur est dit milk runner. Il va effectuer un tour toutes les 4 heures pour voir si les postes ont besoin ou non de matière et va remplir les bacs de Kanban et les redispatcher sur les postes. Et donc, c'est un circuit continu. Donc, pour continuer dans notre gestion de production, on a décidé de faire par ordre de fabrication pour lancer notre production. Pour respecter notre objectif de 160 sacs par jour, on a décidé de faire 2 ordres de fabrication de 80 unités. Donc, on a décidé de faire cela pour faciliter un peu le travail des opérateurs pour la première année. On a décidé de pousser un peu plus loin cet outil de lancement de production. Mais pour la première année, on a décidé de faire les choses simples au vu de la complexité de notre nomenclature et également de notre entreprise. Donc, comme vous avez pu le voir lors de l'implantation, il y a une salle d'AIC. Donc, ce sont des animations à intervalles courts que l'on va effectuer chaque jour pour manager nos équipes et contrôler notre production. Donc, voici un tableau de bord. Il y a des indicateurs de processus, mais aussi des indicateurs de conditions de travail. Donc, par exemple, le taux de qualité est fixé à 95%, c'est-à-dire que nous espérons produire
plus de 95% de produits conformes. Donc l'objectif est d'être au-dessus de ce taux. Ensuite, pour la production, donc comme ma collègue vous l'a dit, l'objectif est de créer 160 produits par jour. Donc l'idéal est d'en produire 160. Et pour les rebuts, nous espérons créer moins de 5 rebuts par jour. Ensuite, pour les accidents, nous décidons de répertorier tous les accidents en ayant leur cause et surtout les actions qui seront mises en place parce que c'est notre priorité que nos opérateurs se sentent bien et qu'il y ait une humeur très positive dans nos ateliers. Et on va répertorier tous les problèmes pour qu'il y ait des actions d'amélioration. Ensuite, pour le contrôle qualité, nous avons mis en place 4 contrôles. Donc, le premier, ça sera le contrôle de la réception matière, plus précisément le cuir, où l'on va prélever un lot de 20 mètres carrés. Sur ce lot, on va tester l'aspect du cuir, la couleur, la rugosité, mais aussi l'épaisseur à l'aide d'une pige. Et si ce lot comporte 2 mètres carrés de non-conformité, il sera accepté. Mais au-delà de ces 2 mètres carrés de non-conformité, il sera directement renvoyé au fournisseur. Ensuite, il y aura un autocontrôle sur tous nos postes. Donc, chaque opérateur sera formé à la détection de problèmes sur les produits. Dès qu'il voit un produit avec un problème, il va le déposer sur une zone attribuée et le responsable d'équipe ou le responsable qualité va vérifier si le produit peut continuer ou non le processus. Ensuite, il y aura un contrôle final dit à acceptation nulle puisque l'on va tester 100% de nos produits. Donc ici, on va avoir les aspects esthétiques, si les coutures sont régulières, s'il n'y a pas de fil qui dépasse, mais aussi les aspects fonctionnels qui sont le plus important, donc l'éclairage intérieur et le chargeur à induction. Et nous avons décidé d'y ajouter un contrôle destructif. Donc 2 sacs par semaine seront prélevés pour faire un test de traction pour voir si le cuir est solide et si nos coutures résistent à l'utilisation du sac. Donc, comme on l'a dit précédemment, la sécurité dans notre entreprise, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on a décidé de ne pas fonctionner comme la frise en haut le dit. Donc, parce qu'une mauvaise utilisation des machines peut entraîner une baisse d'attention et donc un accident. Donc, sur nos postes à risque, on a décidé de mettre des affichages comme en haut à droite, vous pouvez le voir. Et on a décidé de travailler de la manière suivante, donc de la frise que vous pouvez voir en bas. Donc, prévenir des risques, informer des sanctions auprès de nos collaborateurs et de demander à une personne en chaque début de semaine de contrôler ses collègues sur le respect des consignes. Et on a décidé de mettre un tableau de bord que vous pouvez voir à droite sur les postes à risque avec les causes de l'accident, les nombres d'accidents et une courbe. Donc, on a aussi décidé de mettre un point d'honneur au respect de l'environnement dans notre entreprise. Donc, on a décidé de travailler avec une détection d'un rebut, un transfert dans la zone de rebut, une analyse de l'état du rebut. Donc, imaginons qu'il ne s'agisse que du cuir, on peut quand même récupérer le système informatique à l'intérieur. Donc, on appelle ça du recyclage et de la récupération. Ou alors, si c'est le cuir et le système informatique qui sont touchés, ce sera un déchet. Donc, on va quand même décortiquer le sac pour récupérer et recycler les pièces. Donc, on a décidé de mettre des poubelles de tri à chaque poste avec des affiches que vous pouvez voir en bas à droite qui définissent où mettre les déchets. Alors maintenant, sur nos moyens de production, on pratique la maintenance préventive ainsi que la maintenance curative. On fait de la maintenance préventive sur les postes dangereux pour garantir la sécurité de nos opérateurs, autrement dit sur les postes de découpe, d'assemblage, de contrôle et de collage. Et ensuite, la maintenance curative sera effectuée sur les postes un peu moins dangereux, donc sur l'emballage et l'étiquetage. Donc, au niveau de la partie coût de notre projet, donc ici, nous avons nos coûts de nos machines donc, qui montent à environ 68 000 €. Nous avons ensuite les coûts de notre main-d'œuvre. Donc, nous avons environ 1 200 000 € de coûts. Nous avons ici nos charges. Donc, nous avons des charges indirectes et directes, variables et fixes. Donc, nous avons tout d'abord des matières premières, des charges d'entrepôt qui sont calculées par rapport à notre nombre de mètres carrés. Nous avons aussi l'amortissement des machines, les frais de transport, la main-d'œuvre productive, la main-d'œuvre administrative, des coûts de serveur, car nous stockons aussi toutes les pièces justificatives de notre activité.
Nous avons aussi des coûts importants de publicité et de marketing dus notamment à le positionnement sur les marchés luxueux qui demandent énormément en coûts de publicité. Nous avons aussi des frais généraux qui représentent le prix de la location de notre entrepôt, l'électricité, etc. Donc au total, nous avons 15 millions d'euros de charges. Donc au niveau de la recherche de notre seuil de rentabilité, donc, nous faisons un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, des coûts variables de 13 millions d'euros, une marge sur coût variable de 17 millions d'euros, ce qui représente un taux de marge sur coût variable de 43%, ainsi que des coûts fixes de 1 700 000 euros. Donc, en ce qui concerne nos indicateurs, donc, nous avons un seuil de rentabilité d'environ 4 millions d'euros, donc, pour un point mort de 43 jours, ce qui est très, très positif pour l'entreprise. Nous avons ensuite une marge de sécurité. Donc, la marge de sécurité, c'est la partie qui peut combler des pertes. Enfin, c'est la partie de notre chiffre d'affaires qui peut combler les pertes. Donc, nous avons aussi un indice de sécurité de 87%, donc, ce qui est très positif pour l'entreprise. Nous avons aussi, du coup, un bénéfice de 15 millions d'euros. Donc, en ce qui concerne le financement de notre projet, donc, nous avons un apport en capital social de 75 000 euros. Et en tout, nous avons un besoin en fonds de roulement de 14 millions d'euros. Donc, en ce qui concerne le financement de notre projet, la répartition, donc, nous avons un financement participatif. Donc, grâce à une communication sur les réseaux sociaux, nos clients étaient très emballés par notre projet et ont voulu investir sur nous. Nous avons aussi un emprunt bancaire de 3 millions d'euros. Voilà. Et nous avons du coup l'apport en capital social et un financement par autofinancement. Vu que nous faisons un très très gros bénéfice, nous pensons que nous pourrons du coup nous financer rapidement cette année. Leïla, tu as coupé ton micro, on ne t'entend pas. Donc, pour conclure, nous avons décidé de faire une matrice SWOT afin de connaître les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces de notre projet, et cela nous permettra de prendre du recul. Donc, au niveau des forces, nous avons un projet innovant, ce qui est positif. Nous avons un positionnement haut de gamme, un produit de qualité qui est fabriqué en France, avec différentes fonctionnalités telles que la lampe et le chargeur. Au niveau des faiblesses, c'est un marché de niche et notre sac est fabriqué en cuir, donc au niveau des cibles, ça sera pas, on ne pourra pas cibler tout type de public. En ce qui concerne les opportunités, c'est un nouveau produit sur le marché et on a décidé de développer notre image de marque grâce aux réseaux sociaux, par exemple, notamment avec les influenceurs. Et nous avons décidé de viser un public très varié, comme par exemple professionnels et particuliers. Et nous avons également décidé de déposer un brevet et de développer notre marque au niveau international. En ce qui concerne les menaces, c'est que notre produit, il fait partie du secteur de la mode. Donc, le secteur de la mode, c'est un secteur qui évolue très vite, donc il faudra s'adapter. Et il faut faire très attention au niveau de la concurrence, donc des nouveaux entrants sur le marché. Merci de votre attention et n'oubliez pas, le Design One va vous simplifier la vie.